mais néanmoins sans trop, que sont par exemple pour le registre civique le fait de payer des impôts. Alors on peut trouver à un moment donné qu'on paye trop d'impôts, auquel cas on va le faire savoir, par un vote ou par toutes sortes d'autres moyens. Mais on paye quand même des impôts parce qu'on trouve que c'est juste. Et le sentiment de justice et le degré de ce qui est supportable comme impôt n'est évidemment pas du tout le même en France, où on paye beaucoup d'impôts, mais on en profite sous la forme de sécurité sociale, d'équipements, de subventions, etc. Parce qu'on trouve que c'est juste qu'il y ait un partage, une redistribution civique par ces moyens-là, par l'opération de l'État. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que les gens ne veulent absolument pas payer d'impôts, non pas qu'ils ne soient pas civiques, mais que leur civisme passe par autre chose. Ils veulent bien payer eux-mêmes le club sportif qui est subventionné ou l'université qui est subventionnée, eh bien, elle va être payée par le citoyen, soit sous la forme d'un don, d'une donation, et ça c'est très courant aux États-Unis, voilà, les gens donnent spontanément, soit en payant les services, comme par exemple à l'université, on préfère payer l'université que payer des impôts pour que l'État subventionne les universités. Alors on pourra dire que c'est beaucoup moins civique, parce que beaucoup plus inégalitaire. Mais aux États-Unis, on va considérer que cette inégalité-là est juste au niveau collectif, parce que chacun doit se débrouiller pour gagner de l'argent pour pouvoir payer des études à ses enfants. Donc, vous voyez, typiquement, la question de l'équité, là, est primordiale. Pour la cité industrielle, l'exemple type, c'est le fait d'aller travailler. Le fait de se lever tous les matins pour aller travailler, si on est en emploi, et de pas trop, si vous voulez, contester le principe d'aller travailler. Et de travailler d'une manière qu'on considère comme un minimum efficace. Hein. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui va de soi, et donc on suppose qu'il faut être efficace à minimum, que l'enseignant que je suis doit être pédagogique et que le cours, eh bien, doit donner lieu à des étudiants satisfaits. Mais il peut y avoir des ruptures, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les entreprises ou les services publics peuvent demander trop, hein, l'exigence d'efficacité ne plus être en concordance avec ce que les salariés estiment devoir pouvoir produire comme efficacité compte tenu de leur salaire, notamment. Donc, typiquement, il y a des gens qui estiment qu'ils qui travaillent trop ou qu'on leur demande trop, et par conséquent, qui vont contester toutes sortes de choses, soit en demandant davantage de salaire, soit en demandant des embauches, ou de pouvoir travailler plus convenablement. Je pense à des mouvements qui ont lieu à l'hôpital, par exemple, ou notamment les petits hôpitaux, où les salariés sont pressurisés, et ils estiment qu'ils sont efficaces, mais qu'on leur demande d'être davantage et que c'est injuste. Ça n'est plus possible. On est sur un registre industriel. Le registre domestique, la cité domestique, c'est toutes ces actions d'amitié, mais non. Je vous dis que l'amitié, elle peut être plus ou moins réelle. On fait des choses pour des amis, on leur rend un petit service, mais un beau jour, ça pose toutes sortes de problèmes. Et l'amitié, c'est aussi le désamour entre amis. C'est aussi le prix d'amis dont je vous parlais précédemment. Mais bon, c'est toutes ces choses qu'on donne, hein, ça a à voir avec le don. On donne gratuitement aux autres pour les soutenir ou pour les aider, en espérant qu'il y ait un contre-don, mais ce contre-don n'est pas automatique, peu importe. Hein. Donc tous les services locaux, par exemple services d'entraide locaux, là, les SEL, etc., s'appuient sur ce registre de la domesticité pour dire, voilà, c'est juste, je te prête ma perceuse et toi, tu rendras un service à quelqu'un d'autre qui pourra peut-être me rendre service. Et donc, dire, voilà, c'est bien, c'est un registre d'équité domestique,
dans un quartier, dans un espace ou dans un réseau social, si on veut, hein, peu importe que les gens soient proches physiquement ou pas, mais ils sont proches en termes de valeurs qu'ils attribuent à leurs échanges. Et qui n'est pas plus marchand, donc on n'échange plus d'argent, mais qui n'est pas non plus industriel. Il n'y a pas forcément d'efficacité là-dedans. D'où le caractère limité, si vous voulez, de ces systèmes d'entraide locaux qui sont certes utiles, mais qui ne remplacent en aucun cas le système économique qui s'appuie sur l'industriel et le marchand principalement. C'est pas pareil pour le covoiturage. Hein. Autant prendre quelqu'un en stop, c'est civique. Faire du covoiturage, c'est un peu civique parce que ça économise du CO2. Autant c'est très domestique puisqu'on partage un espace et on rend service plus ou moins aux autres, même s'ils vous donnent 10 euros pour vous compenser. Mais à un moment donné, ça rentre dans la cité marchande, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font simplement pour l'argent et plus pour l'idée de partage. Mais à partir du moment où il y a l'idée de partage, il y a l'idée d'une justification domestique. L'opinion, ça renvoie au statut, à l'identité personnelle. Je vous ai parlé d'acteurs ou de personnes remarquables qui sont très connues, qui sont dans les journaux, dans les médias, etc., et qui sont reconnus par tous. Mais chacun est reconnu un minimum. Par exemple, c'est l'identité de chaque personne. Bon. Chacun connaît ses voisins. Le fait d'être connu par les voisins, c'est la cité de l'opinion, même si on dit que ces voisins-là sont des mauvais voisins. C'est participer de l'opinion dans la mesure où, et on n'est pas dans le domestique, on est dans ce voisin-là, il s'appelle comme ça, il fait ça, etc. Donc il est identifié comme tel. On n'est peut-être connu que de 10 personnes, mais si on est connu de 10 personnes, on est dans la cité de l'opinion. Évidemment. Et ce qui est très intéressant dans la société, c'est d'être connu d'un maximum de personnes. Par exemple, allez, on va faire un petit peu de sociologie des sociologues ou des universitaires. Les universitaires, ce qui constitue quelque chose de valeur ajoutée et sur lequel ils vont être évalués en tant que bons ou mauvais universitaires, c'est pas forcément leur efficacité dans la production, c'est pas forcément d'être un bon camarade, un bon collègue dans la cité domestique, ou d'être quelqu'un qui a une valeur civique, c'est d'être connu dans son milieu comme ayant de la renommée parce que ce qu'il a produit est connu et reconnu comme étant valable. Donc, à travers ses publications, et donc quand on va à un endroit, on connaît personne, mais les gens vous connaissent parce que vous avez publié un ouvrage, parce que vous êtes connu par tel ou tel moyen, vos travaux sont connus. Et donc, la valeur attachée à une personne est liée à sa renommée, et donc toute personne ou tout groupe, toute famille, tout collectif, ça peut être une équipe, hein, par exemple une équipe de sport peut être connue et reconnue au niveau national. Donc, peu importe que ce soit une personne ou pas, ça confère de la valeur en tant que tel. Et il y a des gens qui peuvent être connus simplement sans faire autre chose que d'être connus. C'est exactement ceux qui sont sortis de la télé-réalité, qui n'ont pas de reconnaissance médiatique autre que c'est pas parce qu'ils chantent, c'est pas parce qu'ils sont acteurs, c'est pas parce qu'ils sont journalistes, c'est pas parce qu'ils sont scientifiques, c'est pas parce que voilà, ils sont connus parce qu'ils sont connus, parce qu'ils sont passés par le système médiatique qui fait que ça crée de la notoriété. Et voilà, vous avez toute une série de personnes qui ne doivent leur qualité sociale et leur valeur que parce qu'ils sont connus. Kim Kardashian, par exemple, n'a jamais rien fait d'autre que de se faire prendre en photo. Bon, voilà. Donc mais je vous ai parlé de statut, mais ça peut être aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des marques, hein, c'est exactement la même chose. Alors, la cité marchande,
c'est quoi? Eh ben, c'est que ça a à voir avec des actions de type être rémunéré, son salaire, payer quand on achète quelque chose ou quand on paye, si on a des salariés soi-même, on paye ses salariés, ou quand on paye des cotisations sociales, on trouve qu'elles sont trop élevées, si on est patron, et c'est fixer un prix si on vend quelque chose sur eBay, ou si on vend sa voiture d'occasion, ou si on est commerçant, fixer le bon prix pour pendant les prix peuvent varier, pendant les soldes, etc. Fixer un prix, c'est l'idée du juste prix, hein, de la juste valeur sur le plan économique, sur le marché d'un objet, d'une activité, donc un salaire par exemple, etc. Dernier exemple d'action, c'est la cité inspirée, dont je vous ai dit que ça renvoyait déjà au fait d'avoir un don ou d'avoir du talent. Et donc la cité inspirée, c'est quand quelqu'un qui observe une œuvre d'art, par exemple, hein, mais aussi un vêtement, mais aussi une automobile, mais aussi n'importe quoi, le trouve beau, et que cette qualité esthétique, il l'associe avec un système de valeurs dont l'artiste est au cœur. Hein. C'est-à-dire que c'est ce que l'artiste a produit qui est valable. Et donc, c'est juste, il y a une justesse, une justice en termes d'esthétique. Dernier point pour bien comprendre ce système. Là encore, c'est des choses que j'ai établies moi-même. Donc, la cité civique renvoie bien sûr à l'État. C'est la cristallisation des valeurs civiques. On attend de l'État qu'il soit civique par définition. De l'industrie, c'est l'usine. Hein, c'est l'objet de référence. Ce que j'appelle aussi objet, c'est pas un objet social réel, c'est un objet symbolique. Si on est efficace, si on produit, c'est au sein de l'usine. Mais on utilise, c'est un terme qu'on utilise, par exemple, c'est une usine à gaz. Une usine à gaz, c'est quoi? C'est un système social qui est inefficace. Bon. Donc, on réfère à son efficacité. Donc, l'idée de l'usine, chose de produire. La domestique, la relation domestique renvoie à la famille. C'est-à-dire, même si on dit on est une grande famille, ici, l'entreprise, on est une grande famille. Ça renvoie à de la famille, mais qui n'est pas la vraie famille, mais qui est cette idée de famille. De famille. Bon. La cité de l'opinion renvoie à l'idée de médaille. Quand je dis médaille, on pense à la médaille d'or, évidemment, ou de bronze, etc., des Jeux Olympiques ou d'un sport. Mais c'est aussi la médaille du travail, mais c'est aussi la médaille agricole, la médaille du mérite, la Légion d'honneur, etc., qui sont des choses qui fixent la renommée à un moment donné. On va dire, on ne va pas lui décerner une médaille. Bon. Ça veut dire qu'il ne mérite pas de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Et la cité marchande, c'est le marché, c'est pas très compliqué. Mais le marché, c'est aussi bien le marché où on achète ses poireaux que le marché de Chicago où s'échangent les céréales, où se fixe le prix des céréales. Parce que, voilà, que toutes sortes, que le marché comme conception abstraite des économistes. Enfin, bien sûr, l'objet associé à la cité inspirée, c'est l'œuvre, c'est-à-dire qu'un objet devient inspiré quand se voit associé à la valeur inspirée quand il devient une œuvre. Hein. Quand on dit que quelque chose c'est une œuvre d'art, eh bien, ça renvoie à la cité inspirée. L'exemple type, c'est, vous savez, certains objets d'art contemporains qui sont d'une laideur épouvantable et qu'à un moment donné, on va dire, on le met dans un musée et c'est une œuvre d'art. Et donc ça devient beau et ça devient en tout cas inspiré parce que c'est l'histoire de l'urinoir de Marcel Duchamp. Hein. Marcel Duchamp, dans les années 1920, prend un urinoir, on le met dans un musée, il dit voilà, c'est une œuvre d'art et on va le consacrer comme tel. Évidemment, il se moque de l'art de son époque, mais néanmoins, il donne une qualité culturelle, esthétique à cet objet-là
qu'on peut contester, mais que n'empêche qui est présent dans les musées. Cette urinoir est toujours bien présent dans un musée. Voilà. Donc les échelles de mesure de ce qui est juste et injuste apparaissent dans la dernière colonne. Le civique, c'est soit civique, soit incivique. Hein, quand on dit, voilà, jeter ses mouchoirs par terre, ou ne pas trier ses ordures, ou faire toutes sortes de choses, c'est incivique. C'est contraire aux valeurs de défense de la collectivité. L'industriel, être efficace ou inefficace, c'est être compétent ou incompétent, très clairement. L'incompétence est une forme d'injustice, hein, c'est-à-dire dire de quelqu'un qui vous a bâclé le travail, qu'il a fait quelque chose mal, c'est considérer que le produit de son travail est injuste par rapport au prix payé ou par rapport, en tout cas, à ce qu'on peut en attendre. Le domestique, c'est le loyal ou le déloyal. Hein. Si vous faites quelque chose qui trahit l'amitié ou la confiance que fait quelqu'un d'autre, eh bien, vous êtes déloyal. Donc, votre comportement est injuste. Et l'opinion, citer l'opinion, c'est le connu ou inconnu. Là, je n'insiste pas. Quelqu'un qui est inconnu, un illustre inconnu, c'est considéré que sur le registre de l'opinion, il n'a pas de valeur. La cité marchande, bien évidemment, c'est le prix, donc c'est cher ou pas cher. Et enfin, la cité inspirée, c'est d'être beau ou laid, c'est-à-dire quelque chose. Dire l'urinoir de Deschamps, c'est laid, ça revient à dire c'est injuste qu'on le considère comme une œuvre d'art. Donc le système de justice est bien mobilisé dans ces principes. Voilà, j'en termine et je conclus sur la cité de justice. En vous citant deux exemples de controverses, d'une part celle du racisme. Donc le racisme, c'est une idéologie qu'on va trouver, ou des expressions, ou des controverses qu'on va trouver tout au long de l'histoire, à tout moment, hein, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, et qui prend des formes différentes. Mais à chaque fois, les arguments ne sont pas toujours les mêmes, mais ils sont toujours sur les mêmes registres, c'est-à-dire, par exemple, dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les étrangers, on n'en veut pas parce qu'ils ne sont pas de chez nous, c'est se situer sur un registre domestique. Mais on peut dire aussi, les étrangers, on n'en veut pas parce qu'on sait bien qu'ils sont inefficaces. On sait bien, par exemple, autrefois, on disait que les Noirs, l'Afrique, eh bien, étaient beaucoup moins productifs, étaient des feignants, autrement dit qu'ils étaient peu efficaces. Donc c'est la cité industrielle. Hein. Ou que, on sait très bien que les immigrés, ils respectent pas les lois, ils n'ont pas les mêmes valeurs, et donc ils commettent du désordre social et public. Et donc là, on est sur le registre civique pour dire, voilà, c'est injuste qu'ils viennent chez nous ou qu'ils soient chez nous parce qu'ils ne respectent pas nos valeurs en matière civique. Et puis on peut trouver aussi que sur la cité inspirée, ils ne sont pas très inspirés parce qu'ils ont tel ou tel déficit en matière d'imagination. Hein, et que sais-je. Donc vous voyez bien comment les arguments sont sur ces différents registres et qu'ils peuvent passer de l'un à l'autre, et que quand on l'ajuste sur un registre, un autre registre est aussitôt mobilisé par les idéologies et par les controverses. Même chose pour l'environnement. Hein. L'environnement est un registre où les controverses sont multiples, mais la question de dire, par exemple, une centrale nucléaire, est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce que c'est dangereux? Auquel cas c'est inefficace. Bon. Ou est-ce que c'est, au contraire, c'est la meilleure solution pour produire de l'électricité sans rejeter de CO2. Bon, voilà. On est sur le registre industriel. Mais d'autres vont vous dire, attendez, il y a un problème civique là-dedans qui est que les déchets, ça va détériorer l'avenir dans 10, 50, 100, 1000 ans, on ne sait pas très bien, et que c'est un vrai problème par rapport à un collectif qui dépasse très largement le collectif des gens qui sont vivants aujourd'hui, mais des sociétés qui viendront dans 50, 100 ou plus années. Donc un registre civique. Mais il y a aussi des registres domestiques, par exemple
une centrale nucléaire, pourquoi pas, mais pas près de chez moi. Hein. C'est ce que les anglo-saxons appellent le NIMBY, Not in my backyard, qui disent, voilà, moi je veux bien toutes sortes d'équipements industriels, c'est super efficace, parce que ça apporte de l'électricité, ça brûle mes déchets, etc., mais le plus loin de chez moi possible. Auquel cas, c'est le registre domestique qui pose le juste et l'injuste, etc. Et donc, l'environnement peut aller même jusque sur le registre inspiré, puisque des valeurs en termes mystiques peuvent entrer en ligne de compte pour dire que l'environnement est une chose importante ou pas. Par exemple, des beaux paysages. Considérer qu'il faut préserver les paysages parce que c'est beau, eh bien, c'est une justification de type esthétique et par conséquent inspirée. Tout le monde n'a pas la même conception du beau en matière de paysage. Voilà donc quelques exemples que j'ai balayés rapidement. Je vous invite à réfléchir à toutes sortes de domaines. D'ailleurs, il y a une question qui va dans ce sens dans les travaux dirigés que je vous ai préparés. Pour conclure, donc, vous l'aurez compris, le système social repose sur les ajustements des issues des controverses, c'est-à-dire sur quoi les controverses débouchent. Chaque controverse donne lieu à, finalement, un régime d'action commun qui va être considéré comme plus ou moins juste, en tout cas pas trop injuste, et que le fonctionnement du système social suppose que tous ces régimes d'action puissent, en quelque sorte, s'ajuster entre eux, c'est-à-dire qu'il faut trouver qu'il y a un minimum de justice sur tous ces registres, à tous ces niveaux, domestiques, civiques, industriels, etc., et que le système social est le produit de ces ajustements, c'est-à-dire que les gens trouvent que c'est juste. Quand je dis les gens, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Évidemment, des injustices subsistent, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de situations que certains trouvent injustes, mais ça restera injuste le temps qu'il faudra, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de tolérance. Qu'à un moment donné, si c'est trop injuste, alors la controverse va ressurgir et que des ajustements vont devoir s'opérer. Pour revenir à la question des inégalités, par exemple, être plus ou moins bien payé, c'est inégalitaire, mais ça peut être considéré comme juste, en fonction du diplôme qu'on a, en fonction de ce qu'on fait, etc. Être au chômage, ça peut être considéré comme une inégalité scandaleuse, mais qui peut rester dans un régime de justice si le chômage est indemnisé, ou protégé d'une manière ou d'une autre. Là où ça devient injuste, c'est quand on rentre dans l'exclusion. C'est-à-dire que là, quand des chômeurs ou d'autres personnes rentrent dans un régime d'exclusion, qui n'est pas forcément la pauvreté, on ne parle plus de pauvreté, mais d'exclusion, c'est-à-dire que exclusion vis-à-vis de quoi ? Exclusion vis-à-vis des régimes de justice, c'est-à-dire qu'on trouve que leur situation est injuste à tous les niveaux, au niveau civique, au niveau marchand, c'est-à-dire de leurs revenus, mais aussi au niveau industriel, ils ne peuvent plus être efficaces, etc. Bon. Et donc, ce régime d'injustice de l'exclusion, il faut sans cesse qu'il y ait des controverses, comme il y a quelques années, par exemple, les SDF de Paris avaient installé des tentes sur les bords du canal Saint-Martin, mettant en scène l'injustice de cette exclusion. Ça a donné lieu à une controverse, hein, et cette controverse a donné lieu à des résultats, mais qui n'ont absolument pas résolu les problèmes d'exclusion, nous sommes bien d'accord, mais qui sans arrêt remettent sur le tapis du débat public l'injustice de l'exclusion. Et donc le système social évolue en fonction de ça, même si évidemment les solutions ne sont pas faciles à trouver, mais ce qui importe, c'est que la question du régime d'équité soit sans cesse mise au devant du débat public. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, dans d'autres pays comme les États-Unis. Dernier élément qu'il me paraît utile que vous ayez retenu par rapport à cette
théorie assez compliquée, je le reconnais, des cités de justice, mais qui me paraît quand même extrêmement intéressante et utile pour saisir la, les, les ressorts des rapports sociaux actuels et de l'organisation sociale, du système social. C'est que cette approche, comme d'ailleurs toutes les autres que je vous présenterai par la suite, euh, présuppose la subjectivité des acteurs sociaux et que le système social repose sur cette subjectivité. C'est-à-dire que leur jugement, puisque c'est de ça dont il est question, c'est ça qui produit le système social. Donc le système social, c'est le produit de l'intersubjectivité, c'est-à-dire de la rencontre des subjectivités autour de ce système que je vous ai présenté, d'évaluation du juste ou de l'injuste sur différents registres. Mais c'est les jugements des acteurs sociaux, non pas les jugements individuels, mais les jugements collectifs. Quand je marque AS sur la diapositive, c'est acteurs sociaux. Hein, c'est bien quelque chose qui peut être collectif. Par exemple, on va considérer qu'il y a eu une belle action dans un match de foot. Et ben, c'est pas individuellement qu'on le considère, c'est tous les spectateurs qui se lèvent d'un salon et qui applaudissent. Et ben, c'est un jugement collectif. Et donc, ce sont ces jugements collectifs qui produisent le système social, qui le stabilisent et qui permettent d'en expliquer le fonctionnement. Et ceci s'oppose à ce qui était l'approche épistémologique principale des théories préexistantes, en particulier les théories de la domination sociale, par exemple, qui suppose que l'objectivité des rapports sociaux, c'est-à-dire une objectivité qui dépasse le jugement individuel ou le jugement du sujet social, et que le sujet social n'y peut rien, et qu'on lui impose des rapports sociaux de type domination, de type ce qu'on voudra, hein, exploitation, etc. Eh bien, ça dépasse ce que les gens, donc les acteurs sociaux, peuvent dire, penser, faire, et ils sont soumis à l'objectivité des rapports sociaux qui s'imposent à eux. Alors qu'ici, dans l'approche des cités de justice et des mondes sociaux en général, c'est la production de subjectivité collective qui constitue le principe du fonctionnement des systèmes sociaux. C'est une différence absolument majeure, un renversement épistémologique qui fait qu'on a vraiment affaire à une rupture. Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie du cours qui est consacrée à ce qu'on peut appeler génériquement les mondes sociaux. J'inclus donc les cités de justice là-dedans. Je n'ai pas balayé toutes les théories en la matière, mais enfin, si vous maîtrisez bien ces deux principales, ce sera déjà très bien. Mais sachez qu'il y a d'autres approches qui s'apparentent à ces théories des mondes sociaux ou des cités de justice. Et donc, nous allons passer à un autre domaine ou un autre type d'approche, un autre questionnement de la sociologie actuelle, qui est de savoir si on a affaire à une société des individus, et si oui, en quoi consistent les individus. Et vous allez voir que c'est plus compliqué et plus subtil qu'on pourrait le croire à première vue. À bientôt donc.